Alors, bonjour à toutes et tous. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Philippe Lermy de Trader Change. Bonjour Philippe. Bonjour Alain, bonjour tout le monde. Alors, ce webinaire se fera en deux parties. Une première partie un peu sur le mode interview, puisque la thématique de ce webinaire, c'est Self-Invest présente ses partenaires à son public quelque part, sur son site, sur la chaîne YouTube, etc. Et donc, c'est toujours bon, effectivement, de savoir qui est précisément le partenaire. Et pour toujours apporter dans cette phase de webinaire de présentation, apporter un petit peu de précision sur ce qui est fait par le partenaire. La dernière fois, c'était Eric Lefort, on a parlé filtre de trading. Aujourd'hui, c'est Philippe Lermy. On va parler plus précisément sur des opportunités de trading. On verra techniquement de quoi il s'agit après. Donc, je vais redonner tout de suite la parole à Philippe et puis carrément commencer par une question très simple et très basique. Quel parcours depuis le biberon, depuis le berceau en fait? Oui, alors quel parcours? J'ai commencé particulier, c'était dans les années 90 et bon, comme tout le monde, moi j'ai commencé sur d'abord les SICAV, etc., les FCP. Donc c'était une amie qui m'avait conseillé. Puis après, je suis vite passé sur le CAC futur. J'avais beaucoup de disponibilité des matinées, des après-midi avec mon travail, hein, puisqu'à l'époque, j'étais au laboratoire d'EDF et j'allais dans les centrales, notamment pour détecter s'il y avait des fuites. Donc, c'était un boulot qui était hyper prenant parce qu'on travaillait des week-ends et autres, mais des nuits, mais on avait par moments des temps libres. J'aimais bien faire l'ouverture du CAC futur puisque j'allais dans la liquidité croissante et j'avais toujours une butée de temps, hein, puisque il fallait vraiment que j'aille au boulot à un moment. Donc, l'avantage aussi, c'est d'apprendre à gérer ces trades avec une butée de temps. Parce que tous les trades, on doit avoir un stop loss, un take profit, mais on doit avoir une butée de temps. Donc là, j'ai fait toutes les erreurs possibles et imaginables, hein. De toute façon, il n'y a pas de secret. C'est en faisant des erreurs qu'on finit par progresser. Et donc, je me suis rendu. Bon, je tradais, c'était Minitel, hein, le CAC futur à cette époque. Donc, c'était le Minitel le plus cher. Et donc, on n'était pas connecté tout le temps. Je courais le matin à 6 heures du matin à la librairie acheter les échos, la tribune. Puis au bout d'un moment, j'ai compris que ce que je disais, c'était la veille au soir. Ouais, voilà. Des fois, il pouvait y avoir un peu des anticipations des journalistes, mais j'étais en retard, hein. Donc, il faut toujours se poser la question quand on fait un trade, est-ce que ce que je pense, je suis en retard? Est-ce que je suis en avance? Enfin, souvent, on est en retard ou on est juste, je dirais, on time. Donc, il faut réfléchir à ça parce que si ce qu'on pense est complètement dans les cours, c'est l'inverse qui se passe puisque les gens sont déjà positionnés, hein. Donc, ça, c'est une des premières questions qu'il faut se poser en trading. Donc, j'ai continué petit à petit. J'ai eu la chance entre guillemets, d'avoir un héritage et je me suis dit, là, il faut vraiment que j'apprenne. Donc, j'ai commencé par faire des cours du soir, donc aux arts et métiers. C'était intéressant parce qu'il y avait certains pros, mais c'était quand même très orienté, je dirais, macroéconomie. Enfin, des fois même, c'était matheux, ça servait à rien parce que le trading, c'est pas que, il y a des maths, mais c'est pas que des maths, voilà. Donc, mais j'ai quand même appris des bases. Et puis après, bon, je me suis dit, il faut que là, j'apprenne et j'ai réussi à frapper à la porte de la salle des marchés d'EDF. Ça n'a pas été facile. Donc, j'avais la chance d'être dans une entreprise où il y avait une salle de marché, une vraie salle avec 7 traders et qui gérait des sommes assez monstrueuses. Et donc, j'ai tapé une première fois en 98. Ils ont failli me prendre, puis au dernier moment, ils ont eu la trouille parce que bon, je leur faisais un petit peu peur parce que je voulais leur montrer que j'étais passionné. Ils avaient peur que je leur fasse couler la baraque, en clair. Entre-temps, j'ai continué donc ma progression en faisant une formation en finance, mais là vraiment accès trading en alterné. Et puis finalement, ils m'ont pris en 2001. Et petit à petit, j'ai d'abord commencé sur le marché monétaire, c'est plus simple, hein, sur les prêts-emprunts, puisque bon, une entreprise comme ça, il y a des centaines de millions en dollars, en yens, enfin, dans toutes les paires de devises à emprunter, à placer. Ça, c'est le marché le moins dangereux. Et après, je suis vite passé sur les marchés d'options
sur T-Bonds, T-Notes futures. Donc, il y a une position dollar assez importante. Hein. Donc, EDF est un très gros émetteur de US Commercial Papers, donc de billets trésorerie aux US. Et donc, je faisais ça aussi. Et puis, finalement, c'est un peu moi qui ai pris petit à petit la maîtrise du portefeuille. On était 3 dessus. Puis, comme moi, j'étais beaucoup plus passionné, j'ai géré le portefeuille d'options. Donc là, j'ai vraiment appris les options. Pour info, je faisais 700 contrats jour. Hein. C'était énorme. Donc, mais j'ai vraiment appris, j'avais les courtiers à Chicago en direct. Après, je me suis retrouvé, je remplaçais l'été le trader sur le Bund, hein, parce que là, la position sur le Bund était énorme. Des options sur le Bund, on faisait le Bund, le Schatz et comment le Bubble. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que je suis passé trader Forex et là, c'était celui qui me plaisait vraiment. Et j'ai terminé senior de la salle, former tous les gens de la salle à gérer donc un book de plusieurs dizaines de milliards, à gérer des positions de couverture, mais dynamiques. Couvrir, ça ne veut pas dire être passif. Hein. Ne pas se couvrir et se couvrir via des stratégies d'options avec des barrières, des stratégies assez complexes qui font qu'on optimise le gain en limitant les risques. Donc, j'ai fait ça. Puis, en 2013, donc, j'ai eu la Banque de France qui m'a demandé de faire une mission de 3 ans en tant que chef trader et donc pour former les traders de la salle. Donc, dans une banque centrale, il y a beaucoup de traders, mais c'est à part, enfin, il y a une cinquantaine. Hein, et donc là, ce qui se passe, c'est qu'eux, ils sont embauchés, c'est une administration en fait. Hein, c'est comme une mairie, ils sont embauchés par concours, c'est les meilleurs du concours, mais ce qu'il faut, c'est qu'ils apprennent, qu'ils aient de l'expérience et des têtes pensantes, mais ils ne connaissent pas le marché. Donc, ils ont eu l'idée, la direction a eu l'idée d'embaucher 5-6 gars d'expérience comme moi, pas forcément diplômés, puisque ce n'est pas mon cas en fait, mais beaucoup de terrain, ayant géré des trades énormes et puis ayant donné des formations, puisque moi, les formations, je les avais commencées depuis 2009, donc ça, avec les particuliers, avec les professionnels. Et donc, moi, j'ai toujours gardé, je dirais, mon esprit particulier, même en étant professionnel. J'ai toujours connu les deux côtés de la barrière, ce qui m'a beaucoup aidé d'ailleurs. Et donc là, évidemment, j'ai appris des particularités, ce qui se passe dans une banque centrale, donc c'était hyper intéressant. Et puis, donc c'était une mission, hein, c'était pas être adjoint in vita aeternam. Donc, après, depuis 2016, donc moi, j'ai repris activité compte propre complètement. Hein, donc, je donne maintenant des formations que en cours particulier. Je ne fais plus de groupe. Je préfère le particulier en cours particulier pour s'adapter. Donc, sur tout ce qui est trading forex, c'est des trades intraday, des trades un petit peu à plus long terme, souvent quelques jours, quelques semaines. Là, ce que je veux vous montrer, c'est une réflexion, comment on aborde une stratégie. On se prépare à l'avance, ce n'est pas au dernier moment. On se prépare, on essaye de voir comment on peut faire sa stratégie. Donc là, ce que je vais vous montrer, on ne va pas forcément le faire tout de suite. Hein. Ce n'est pas le but, c'est d'inventer des opportunités, trouver des opportunités de trading. Et donc, et en même temps, on va voir que j'ai lancé des formations donc, en programmation de système de trading parce que c'est un aide, c'est un outil. Hein, les systèmes de trading, il faut considérer comme un marteau. Enfin, je suis un peu, j'exagère, mais le marteau, il fait ce qu'on lui dit de faire et des fois, il fait pas ce qu'on lui. Enfin, des fois, il est dangereux d'utiliser un marteau. Donc, c'est pareil. Là, il ne faut pas non plus basculer complètement là-dedans. Donc, je vais en parler un petit peu. Voilà, si tu Bien, as des questions. merci, Philippe. Bon, disons que j'avais préparé beaucoup de questions, mais tu as répondu à toutes les questions dans la foulée, puisque quelle activité aujourd'hui, quel service proposes-tu, etc. Donc, bon, je pense que pour le prochain interview, je vais aller faire un stage chez Jean-Jacques Bourdin avant, hein, pour être plus punchly, parce que là, j'ai pas C'est de ma réussi à en faute. placer une. Ah, j'ai pas réussi à en placer une, donc je pense que, ou alors c'est toi qui vas aller voir Jean-Jacques et on va voir si tu lui en colles pareil. D'accord. Mais Oui, mais il pose c'est des parfait. questions pièges, lui. Il pose des questions pièges, pas comme toi. D'accord, Donc, ça marche.
Bon, ben, alors attaquons les choses sérieuses dans ce cas. Et qu'est-ce que tu nous as concocté aujourd'hui pour donc avant même la stratégie, je suppose que tu vas nous parler un petit peu de ton expérience, d'anecdotes. Je sais que les traders sont toujours raffolent un petit peu d'anecdotes qui viennent quelque part du marché. Alors oui, tu mets la deuxième diapositive qui concerne une notice de risque qui est celle que WH Self Invest propose dans chacune de ses présentations. Donc, tout en sachant qu'effectivement, quand on intervient sur les futurs ou les CFD, qui sont des outils à effet de levier, donc on ne demande jamais au client de disposer de la totalité de la taille de position, on demande une marge, une partie de cette taille de position. Donc, par définition, il y a un risque qui est à gérer par le client au vu de ce qu'il va déposer en capital. Hein. C'est sûr que s'il achète un seul CFD à 1 euro du point sur un DAX qui vaut 12 000 euros et qui met 12 000 euros sur la table, il n'a pas d'effet de levier. Mais s'il se contente de mettre 500 euros minimum d'ouverture sur un mini compte CFD, bah déjà là, il ne pourra pas ouvrir son contrat puisqu'il faut 5% minimum, donc 600 euros dans cet exemple-là. Et on voit que s'il n'a que 600 euros, ben, il a l'effet levier de maximum. S'il part en vacances sans mettre de stop, ça bouge de 6% le DAX, ce qui n'est pas du tout impossible. Il revient, il n'y a plus d'argent. Donc il faut bien sûr bien appréhender tout ça. Philippe, je crois, va vous parler de futurs et d'options, donc qui sont des produits de marché, parce que là, la différence dans cette diapositive que l'on voit maintenant à l'écran, on parle de futurs, on parle de CFD. La différence entre les deux familles de produits, les futurs ou les options sont des produits dits de marché. Il y a un carnet d'ordre, c'est organisé par une bourse, là où les CFD sont des produits de gré à gré qui sont gérés par un broker. Donc, voilà pour la petit rappel sur la notice de risque. Ça a permis de faire un petit, je ne vais pas dire une digression, hein, c'est un point important à évoquer. Et maintenant, redonner la parole à Philippe sur la suite. Voilà, donc on a déjà un peu parlé de mon expérience. Je vais te parler de quelques mythes, c'est-à-dire que le trading, on va voir qu'il faut quand même comment travailler, hein, enfin n'importe quel métier, si on ne travaille pas, ça ne marche pas toujours. Hein, on peut avoir du bol, mais pas tout le temps. Il faut s'adapter comme dans n'importe quel métier. Et donc, je vais parler un petit peu des deux optimisations de stratégie et pourquoi, par exemple, on fera un trade donc en spot, en CFD, en contrat futur, en option. Hein. Et donc, puis une petite idée de trading pour les élections US. Donc, ce n'est pas pour tout de suite, mais on peut déjà y réfléchir. Voilà. Alors là, ce que je vous montre, je vais vous, je dirais, démonter un peu des mythes en analyse technique et en analyse fondamentale, hein, parce qu'il y a des idées reçues. Là, ce que je vous montre, les deux graphes de gauche, bon, je veux dire, j'ai déjà montré à plusieurs personnes, c'est des graphes de personnes qui me l'ont fait très sérieusement. C'est pas et ça, bon, bah, il y en a qui sont esclaffés de rire quand ils voyaient par exemple le graphe de gauche. Ça, c'était un gars qui avait fait de mes formations. Il était à fond analyse technique. Hein. Alors souvent, ce que j'ai vu moi dans les traders qui font l'analyse technique, ils se disent bon, alors il faut que je trouve des systèmes. Donc le gars, j'appelle ça, il fait son chemin de croix. Il passe son temps à essayer plein de systèmes dans tous les sens, etc. Et puis après, celui-là, ça ne marche pas, il fait un autre, etc. Bon, s'il n'y avait que l'analyse technique, ça serait entre guillemets facile, hein, parce que l'analyse technique, ça se programme assez facilement. Souvent, l'effet, c'est l'erreur qu'a fait le gars de gauche et celui du milieu, c'est de vouloir tellement optimiser, hein, comme là, les ratios de Fibo, moi je l'ai déjà vu plein de fois, ben, on fait plein de Fibo dans tous les sens, puis il y a toujours une ligne qui nous plaît, qui tombe à l'endroit où le marché s'arrête. Et en réalité, moi j'ai déjà fait l'exemple, donc là je ne vous le fais pas, c'est-à-dire que vous cliquez par exemple sur un point bas avec, pour faire un Fibo, hein, donc des ratios de Fibonacci, et puis ce que vous faites, c'est que par exemple vous cliquez sur un point bas, vous restez le doigt appuyé sur le clic gauche, vous ne regardez plus l'écran, hein, vous tournez la tête, vous ne regardez plus l'écran, et puis vous déplacez votre souris, vous lâchez. Puis vous allez voir que comme par hasard, eh ben, très souvent, vous allez vous retrouver avec des lignes qui correspondent où le marché a fait apparemment un support ou une résistance.
Donc, pourquoi je vous dis ça? Il faut se poser plein de questions. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous voyez un double top, est-ce que ce double top est logique, hein? C'est ce que la photo de droite, c'est-à-dire que si vous faites un double top alors que le top il a été fait en Asie à 2 heures du matin, il n'y a aucun volume, absolument aucun volume, il n'a pas de signification ce double top, il n'y en a aucune. Donc il faut réfléchir à ce qu'on fait, il faut avoir un esprit critique, hein. Là, je donne un autre exemple, je vais vous en montrer un, je vous en donne un vite fait. Les corrélations, ce n'est pas parce que deux actifs se suivent qu'ils sont corrélés. Il y a aussi le hasard, tout simplement le hasard, hein. Vous avez tous vécu, on rentre de vacances et puis pendant 2 heures, 3 heures, ben, il y a un gars qui est devant en voiture et puis il tourne à gauche, on tourne à gauche. Pendant un quart d'heure, on roule tout droit. Il tourne à droite, on tourne à droite, etc. Et puis maintenant, vous êtes à moins d'une demi-heure de chez vous, enfin à moins de 5 minutes, puis là vous dites, mais c'est pas possible, ce gars, il habite chez moi. Eh ben non, au dernier moment, il tourne à droite, puis vous allez tout droit. Le hasard, ça existe. Il ne faut pas l'oublier. À l'inverse, quand vous avez l'impression qu'il y a une corrélation, les corrélations, ce n'est pas dans le vide, c'est qu'il y a des flux derrière, hein. Donc là, je vais vous montrer un autre exemple, puis après, je vous parlerai des erreurs qu'on peut faire en fondamental. Là c'est un gars qui m'avait envoyé ça, et puis donc il me dit, regarde, là j'ai vu un canal descendant, et puis regarde, tu as vu la réouverture, c'était le marché le lundi 13 avril à la réouverture, il y a la bougie, la mèche de la bougie qui tape le haut de son canal descendant. Il me dit, voilà, c'est ça, je l'avais trouvé, etc. Bon, moi, je lui renvoie ça, je lui dis, écoute, moi, ce que je vois tout simplement, c'est des lignes droites, des supports horizontaux. On voit bien qu'avant, le marché s'est arrêté et a rebondi, donc ils ont rebondi au même niveau. Donc, au lieu d'aller chercher un canal ascendant, descendant, parce qu'il a quand même été rompu, son canal, bon, on peut revenir dessus. Ce qui ne me plaît pas, c'est que dans son canal, à un moment, il ignore donc une mèche dans la bougie rouge, là, vers 21 h. Et après, par contre, il la prend en considération quelque part dans la bougie le lendemain, à l'ouverture. Donc, il faut savoir, ou soit tu fais les deux canaux, ou soit tu fais avec ou sans, mais bon, il faut prendre une décision. Je veux dire, voilà. Le problème, ce que je suis en train de vous dire, c'est que l'œil, il voit ce qu'il veut voir et il ne voit pas ce qu'il ne veut pas voir. Quand vous allez programmer des systèmes de trading, vous n'allez pas avoir ce genre de problème parce que l'ordinateur, lui, il est rigide, hein. Soit vous prenez les plus hauts, les plus bas d'une bougie, ou soit les plus hauts, intraday, je veux dire, soit vous prenez les plus hauts, les plus bas d'une bougie, donc les mèches, soit vous prenez l'ouverture ou la clôture, hein, ou vous faites les deux, mais vous prenez une décision, quoi. Et là, vous êtes obligé de réfléchir, de cadrer votre stratégie, hein, et de ne pas ignorer ce qu'il y a sous vos yeux, hein, et ne regarder ce que vous avez envie. Ça, c'est le graphe à plus long terme de ce qu'il m'avait fait, enfin plus long terme, la journée suivante passée. Bon, pour moi, il y avait juste un niveau horizontal. Très souvent, en réalité, les niveaux les plus significatifs, c'est des supports et des résistances horizontaux. Alors, pour la petite histoire, donc, quand on est très, très gros, hein, c'est les banques qui viennent à vous. Vous allez à votre banque, mais quand vous représentez des milliards, c'est la banque qui vient à vous. Donc, moi, ça m'arrivait plus d'une fois quand j'étais dans mes deux boulots précédents. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez tout un aéropage de banquiers qui vient. Tu as le senior banker qui vient de Londres. Il vient avec un économiste, avec un stratégiste, et où des fois avec un trader. Alors, l'économiste, il va vous parler de la zone euro, il va vous parler de la zone dollar, par exemple. Il va vous dire, moi, je pense que la zone euro va s'en sortir mieux, par exemple, parce que le virus ne reprend pas alors qu'il est en train de s'accélérer aux États-Unis. Il peut vous dire des trucs comme ça. Et puis, il y a le stratégiste, lui, il va être plus pragmatique. Il va vous dire, oui, mais attention, il y a la Banque centrale suisse qui vend de l'eurodoll parce qu'elle recycle ses dollars, ses euros de son intervention. Là, elle n'arrête pas d'intervenir, hein. Ça s'aggrave. Il va vous dire des trucs comme ça. Et donc, il va vous dire, attention, finalement, les flux sont peut-être dans l'autre sens. Et c'est les flux, hein, qui drivent le marché, ce n'est pas la macroéconomie non plus. Donc, il va vous donner des infos comme ça. Donc, des fois, il y a le trader qui va vous donner des vues. Là, comme ce matin, je vois, ça fait plusieurs jours, il y a le trader d'UBS, le trader de JP Morgan.
ils veulent acheter les dips sur l'euro et ça fait pas mal de temps que finalement, ils ont relativement raison. Ils ont un peu hésité. Ils voient des zones comme un 11,60 comme des niveaux pour acheter. Et donc, ce que je veux dire, là, encore tout à l'heure, l'ouverture, ça leur donne raison. De Wall Street, je veux dire. Donc, ça leur donne raison. Ils vous donnent le raisonnement. Donc, ça, je vais en parler un petit peu après. Et puis, les analyses techniques, je veux dire, moi, en 20 ans de marché professionnel à gérer des milliards, parce que je vous dis, ils se déplacent, ils viennent vous voir. J'en ai vu un seul, celui de Goldman Sachs. Je suis en train de vous dire que si l'analyse technique était prépondérante, j'en verrais un une fois sur deux. Pas forcément tout le temps, puisque on peut orienter le sujet de la réunion, mais j'en verrais un une fois sur deux. Moi, c'est ce qui m'avait choqué dès le départ quand j'avais commencé donc, en salle des marchés d'EDF, c'est de voir d'un côté des particuliers qui me parlaient d'indicateurs que je ne connaissais pas du tout, et de l'autre côté des professionnels qui me montraient de temps en temps des graphes d'analyse technique, des trucs évidents comme des figures tête-épaule, mais quand on les voit, c'est-à-dire que lui, il la voit, vous la voyez, tout le monde la voit. Et donc là, il me le montrait, donc d'accord, mais c'était pas, j'en avais pas tous les jours. Donc là, actuellement, moi, j'ai accès à toute la recherche des banques. Sur 50 à 100 documents que je reçois par jour, il y en a un ou deux d'analyse technique. Il n'y en a pas 50. Donc, attention. Alors, je sais pourquoi les particuliers font l'analyse technique, parce que tout le reste, les mécanismes, le fondamental, malheureusement, c'est plus dur à comprendre. C'est tellement plus facile de faire des traits, mais est-ce que vous êtes dans le vrai? C'est-à-dire que des fois, vous êtes dans le vrai, des fois, vous n'êtes pas. Il faut vous poser les questions. Je veux dire, il faut avoir un avis critique. Donc, comment? Alors là, justement, sur l'analyse fondamentale, je vais rajouter une autre chose. Par exemple, avant de passer à l'autre graphe, je vais vous donner un exemple de mauvais raisonnement d'analyse fondamentale. J'ai quelqu'un qui m'a dit il n'y a pas si longtemps, avec le début du virus, je vais acheter des bancaires parce que justement, si jamais il y a une faillite, je vais acheter la Société Générale. Et puis, si jamais il y a une faillite, si jamais on était au bord de la faillite, Société Générale ne peut pas faire faillite. Et c'est vrai quand on réalise, c'est une des plus grosses banques françaises. Si la Société Générale fait faillite, ça veut dire que les entreprises qui ont des comptes à la Société Générale font faillite, les ménages aussi. Enfin, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas avoir 20-30% de la population des entreprises françaises qui fassent faillite. Donc, elle sera soutenue. Donc, son raisonnement, il est bien fondamentalement. Il se dit, elle sera soutenue. Mais ça veut dire quoi, soutenue? Parce que si soutenue, ça veut dire, je dis n'importe quoi, le cours d'une action passe de 100 à 50 à 10, et puis d'un seul coup, il y a le gouvernement qui dit, je soutiens, ça veut dire que je prends des participations, je nationalise, donc ça veut dire une offre de retrait de l'action de la cote, une offre de retrait obligatoire. D'un seul coup, il va vous dire l'État, OK, donc tous les actionnaires minoritaires qui restent, l'action vaut 10 €, je vous la rachète à 20% de plus. Donc 10 € plus 20%, ça fait 12. Quand la personne l'a acheté 100, elle a perdu de l'argent. Donc je suis en train de vous dire que le raisonnement, la banque ne fera pas faillite, il est bon, fondamentalement, mais en termes de flux, la personne a eu tort. Les flux, ce n'est pas forcément ce qu'on pense et comme on pense. Donc, on peut avoir d'autres exemples. Quand vous avez une entreprise américaine qui décide d'acheter une entreprise européenne, donc il va y avoir un flux de vente de dollars, achat d'euros-doll. Ce n'est pas le jour où vous voyez l'annonce du CEO qui dit comme quoi ils acquièrent que le flux de, par exemple, 20 milliards d'euros se fait. Donc, vous voyez l'eurodoll qui monte sur le coup, mais en réalité, le gros flux n'est pas là. Alors, soit le marché était déjà en tendance positive et du coup, ça l'aide, il continue de monter, parce qu'il y a des gens qui ont acheté, soit la tendance était neutre ou baissière, et puis tu en as qui en profitent pour vendre. Et puis le gâteau, le soufflet retombe, quoi. Donc, il faut vous poser la question après quand le gros flux va se faire, parce que celui-là, ça sera un market mover. Le problème, c'est que l'entreprise, évidemment, ne va pas forcément vous le signaler. Sauf que des fois, vous avez des indices. Par exemple, c'est une entreprise américaine. Est-ce qu'elle va
émettre une obligation, par exemple, pour financer en dollars, en euros, par exemple, parce que quand on fait une obligation, quand on émet une obligation, d'un seul coup, ils doivent notifier quelle est la raison de l'émission d'obligation. Les investisseurs institutionnels, ils veulent savoir pourquoi ils vont investir dans cette obligation. Et donc, si jamais, comment l'entreprise dit, ben voilà, c'est pour financer mon acquisition en Europe, et bien après, vous le savez. Ça veut dire quoi? Il va y avoir, si elle est en dollars, un flux d'euro-dollar qui va arriver. Et là, vous avez des dates, puisque vous avez la date d'émission de l'obligation, vous avez les dates de settlement, du premier settlement, etc. Vous voyez, donc, c'est des infos comme ça qu'il faut chercher, c'est des infos des gros. Hein, donc, et là, comme je vous disais, la première annonce, c'est pas là où il y a le flux. Fondamentalement, oui, ça fait monter l'eurodoll, mais peut-être pas maintenant, peut-être dans 3 mois, dans 6 mois, parce que le patron, il faut peut-être avoir des autorisations. Hein, si ça ne se fait pas comme ça. Quand vous êtes un gros, vous avez des problèmes juridiques, vous avez des problèmes comptables, et donc vous dépendez d'autres d'administrations, etc., qui ne vont pas vous répondre dans 2 secondes. Hein. Donc ça, il faut y penser, tout ça. Et il faut aussi penser que le niveau n'est pas forcément la chose. Le niveau de change, par exemple, de l'eurodoll quand il y a une fusion-acquisition, n'est pas forcément le critère le plus important d'une entreprise. Là, par exemple, ce que je vous disais, dans une fusion-acquisition, ben, ce qui peut arriver tout simplement, c'est des prises de parts de marché pour plusieurs décennies. Donc, une variation de 10, enfin de 100 pips, de 200 pips, de 300 pips d'une paire de devises, ben pour un patron qui a un objectif de part de marché à 30 ans, ce n'est pas le critère prédominant pour lui. Hein. Donc ça, il faut se poser ce genre de questions. Voilà. Donc là, ce que je vous disais aussi, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que là, je prends plus précisément les chiffres économiques. Là, par exemple, jeudi dernier sont sortis les chiffres du chômage et des créations d'emplois américains. Voyez, et donc, il faut toujours se poser la question de comment ça fonctionne. Il faut aller un petit peu dans la mécanique. Hein. Un pilote de Formule 1, il gagne aussi parce qu'il y a des mécaniciens qui vont à fond dans les détails et qui optimisent tout. Hein. Je veux dire, le pilote de Formule 1, il a beau être le meilleur du monde, s'il a une voiture à pédale, il ne va pas y arriver. Hein. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il faut vous poser des questions. Il y a certaines choses qui sont des market movers. Bon, les NFP, ça bouge plus de la même façon qu'il y a 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Enfin, Alain, il peut se rappeler des moments où ça bougeait très, très fort. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas recommencer. Mais déjà, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il n'y a pas de stratégie valable ad vitam aeternam et qu'il faut savoir s'adapter constamment. Et là, notamment, par exemple, il fallait se poser la question, quand est-ce que les créations d'emplois et le taux de chômage ont été calculés exactement. Donc, ils sont sortis jeudi dernier, c'était pour le mois de juin. Et en fait, le Bureau of Labor Statistics, il fait ses calculs. Alors, c'est 2 sondages, l'Establishment Survey ou le Survey, c'est 2 sondages qui sont faits pendant la semaine qui contient le 12 du mois concerné. Donc là, c'était entre le 7 et le 13 juin. Or, il s'avère que le virus s'est accéléré aux États-Unis. Hein, vous voyez le nombre de cas nouveaux confirmés comment aux États-Unis, et encore là, le chiffre il est encore plus haut maintenant. Le virus est vraiment accéléré après. Donc, vous vous dites quoi? Ce chiffre qui vient de sortir, qui montrait une amélioration conséquente du nombre d'emplois, il est backward looking, il est en retard. Hein, donc, ça veut dire que le prochain chiffre, il sera sûrement plus mauvais. Donc, vous le savez déjà. Donc, s'il sort mauvais, ce n'est pas le côté qui surprend. Il faut toujours se poser la question, quand on fait du trading, il y a un côté qui surprend, il y a un côté qui ne surprend pas. Et le mouvement ne sera pas forcément le même. Mais ce n'est pas vous qui décidez comment va sortir le chiffre. Vous pouvez avoir une anticipation. Mais attention, vous n'êtes pas un bureau d'études économiques à vous tout seul. Hein. Déjà, en ce moment, toutes les banques et autres ont des gros problèmes pour calculer les chiffres, hein, parce que même si vous faites, par exemple, des sondages, parce que ce sont des sondages, hein, même le Bureau of Labor Statistics, si vous appelez, par exemple, des entreprises pour savoir s'ils ont embauché des gens, vous appelez le numéro, puis il manque de balle, le mec, il est en télétravail, il n'a pas transféré le numéro que l'employé de l'administration du BLS utilisait pour les contacter. Donc, il y a une imprécision sur les chiffres, il y a etc. qui joue. Bon, voilà, ça, on n'y peut rien, c'est comme ça. Toujours est-il que le stock de chômeurs, et là, vous avez un indicateur qui est un peu plus avancé quelque part que l'NFP, c'est tous les jeudis, donc vous avez
les gens qui s'inscrivent au chômage, donc les premières inscriptions, les initial claims, et en même temps, vous avez les continuing jobless claims. Donc ça, c'est les gens qui se sont inscrits une première fois et puis qui sont toujours au chômage. Et le stock, il diminue pas tant que ça. Donc, il faut se poser la question. Hein. Là, tout le marché a monté sur des chiffres très, très, très bons. Hein. C'est vrai que la reprise, par exemple, des ISM par rapport à la crise, la faillite de Lehman, c'est impressionnant, hein, parce que je pense aux ISM manufacturing, il a été dans le territoire en dessous de 50 pendant, je ne sais pas, au moins 7-8 mois d'affilée, plus que ça, même en 2008. Alors que là, il a fait apparemment, je crois, 3 fois, enfin 2 fois même, je crois, en territoire négatif, ou 3 fois. C'est une reprise hyper rapide et qui pose des questions, parce que même l'ISM, les ISM, ils ont été calculés avant la réaccélération. Donc attention à tout ça. Là, je vous ai mis ce matin, enfin pas ce matin, hier soir, je veux dire, donc le Texas, ça continue. Le gouverneur Abbott, qui était pourtant un des premiers à vouloir réouvrir, hein, qui est républicain, il a été obligé de fermer les bars, diminuer la fréquentation de 75 à 50% des restos. Vous voyez ce que dit Cuomo. Cuomo, lui, c'est un démocrate, et puis, mais il est en train de dire, il a interdit l'entrée de 19 des personnes, des Américains de 19 États, des 50 États. Là. Enfin, l'entrée, c'est faux ce que je dis. Il demande la mise en quarantaine, enfin en quatorzaine, d'Américains qui viennent des États où il y a le virus qui accélère. Hein. Donc, je ne sais plus où on en est, mais il y a largement, je crois, plus de 30 États sur 50 aux États-Unis où le virus repart. Donc là, il n'y a pas que du négatif, mais ce que je veux dire, là, regardez l'indice de surprise économique que fait la banque américaine Citibank, donc qui est très surveillé par les gros. Là, je vous l'ai mis, donc c'est à la date d'hier. Hein, et qu'est-ce qui se passe? Regardez, là, la faillite de Lehman, je l'ai mis là. Regardez, il a des records. Donc attention, c'est-à-dire que là, le truc, c'est, oui, d'accord, il y a des mesures qui sont faites. Il y a la semaine prochaine, donc on devrait avoir des annonces au niveau du sommet européen pour le EU Recovery Fund, donc c'est ce qu'ils sont en train de s'entendre dans tous les pays européens. Bon, ça, le marché monte sur des anticipations de tout ça. Alors la Fed qui annonce qu'elle pourrait faire plus, etc. Bon, le problème, c'est qu'elle ne dira jamais l'inverse. Hein. Parce que si elle dit qu'elle ne peut plus rien faire, le marché, c'est un crash. Hein. Donc, elle ne peut pas le dire, elle ne le dira jamais, même si elle ne peut plus trop. Donc, c'est à vous d'essayer de le deviner. Et le problème là-dedans, tout ça, même si jamais, par exemple, on n'avait pas de reconfinement aux États-Unis, enfin, de vrai reconfinement, je dirais, un peu national aux États-Unis, voire en Europe, ce qu'il faut faire gaffe, c'est comment les gens vont se comporter. Parce que si d'un seul coup, vous avez une grande ville comme Marseille qui annonce un couvre-feu, un reconfinement, etc., ça ne veut pas dire que le Parisien, lui, ne va pas prendre la trouille. Le Lyonnais, il ne va pas prendre la trouille. Parce que ce qui compte, in fine, c'est la consommation. Hein. Donc, comment les gens vont se comporter, même si c'est que des mesures que je vais appeler confinement partiel, interdiction de déplacement, des trucs plus ou moins limités, les gens, ça peut peut-être changer la donne. Donc là, bon, ils sont dans l'idée de partir en vacances, etc. Ce que je veux dire, voilà, il faut se poser cette question. Et là, je pense que le marché, vous voyez, une des raisons pour lesquelles l'euro remonte, ça je l'ai un peu vu par rapport au dollar, c'est le fait qu'on se dit finalement, pour l'instant, l'Europe a bien contenu, relativement bien contenu, ils ont passé la vague du virus. Bon, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des petits hotspots un peu partout, hein, Lisbonne, la Nord-Westphalie en Allemagne, on entend des petits foyers à gauche, à droite, la Catalogne, bon, voilà, je veux dire, attention si ça ne redémarre pas plus ou moins, parce que l'euro, il a entre autres aussi redémarré là-dessus. Hein. Donc, je veux dire, c'est assez délicat parce qu'on n'est pas médecin, on ne sait pas comment les gens vont se comporter, on ne sait pas si on va trouver un médicament, parce que c'est surtout des médicaments qu'il faudrait pour diminuer la gravité et le taux de mortalité. Voilà, il y a beaucoup d'inconnus, donc c'est comme dans tous les trades, vous faites un pari et je veux dire, soit vous assumez
soit vous dites le virus, finalement, il ne va pas faire tant de dégâts et surtout, je veux dire, les gens ne vont pas avoir peur de consommer, ou soit c'est l'inverse, d'un seul coup, ils vont avoir la trouille. Parce que c'est pareil, vous voyez, une banque centrale qui met des taux à zéro, vous avez un crédit à zéro, mais si vous êtes à 0%, mais si vous êtes sûr que vous allez être au chômage, ben vous ne prenez pas le crédit. Donc, ça ne fait pas tout, quoi. Ce n'est pas des mesures sanitaires, ça ne fait que prolonger. Et puis en plus, les mesures qui sont faites au niveau le restaurant, s'il n'a toujours pas de clients, il n'a pas de clients. Je veux dire, donc au bout d'un moment, il ne faut pas oublier que les faillites, elles arrivent plus tard et en cascade. Donc voilà. Donc c'est pour vous dire qu'il faut aller quand même dans les détails à chaque fois. C'est pas juste on regarde le chiffre est meilleur et moins bon, ça serait un peu trop facile. Donc surtout, vous n'êtes pas obligé de tout regarder, mais il faut aller dans les détails des chiffres importants. Parce que là, je vous dis, c'est déjà attendu dans le marché que le prochain chiffre des créations d'emplois sera forcément nettement moins bon que celui qu'on a eu. Voilà. Le marché, il bouge, donc il change constamment. Donc là, je vous ai parlé des corrélations tout à l'heure. Donc il y a souvent un moment, quand on arrive aux extrêmes, les corrélations se renforcent, voire s'inversent. Donc là, on a un bel exemple, et on l'a vu tout à l'heure, puisque le S&P ouvre en hausse, et puis tu as l'eurodoll qui était léthargique, qui d'un seul coup se met à monter. Donc ce que je suis en train de vous dire, on le voit dans la faillite de Lehman, donc en septembre 2008, regardez, d'un seul coup, toutes les paires de devises donc deviennent super corrélées positivement. Bon, il y a quelques exceptions. Le yen, c'est logique, puisque le yen, c'est une valeur refuge, donc corrélation inverse quand ça a remonté, quand le marché a remonté. Mais vous voyez que là, on se retrouve pareil. Alors, l'eurodoll, là, c'est Goldman Sachs qui dit ça. L'eurodoll est donc corrélé positivement, mais ce n'est pas le plus corrélé. Regardez, l'AUD, il est super bien corrélé. Attention, les corrélations ont une fin. C'est-à-dire que si le virus disparaît, pas forcément du jour au lendemain, etc., cette corrélation, elle peut redisparaître. Donc, pas forcément, comme je vous dis, on ne passe pas de la pluie au beau temps, enfin de l'hiver à l'été, d'un seul coup, d'une façon linéaire. Un jour, ça va être super corrélé, un jour, ça ne sera pas trop, etc. Donc, il faut faire gaffe. Vous voyez que pendant toute une période, l'eurodoll, alors, moins 0,2, ce n'est pas corrélé. Une corrélation, elle commence à être forte à partir de 0,5, 0,6. C'est pour ça que là, l'euro est corrélé, on le voit quand même, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Mais ce que je veux dire, il faut faire attention à ça, c'est que ça bouge constamment. Et donc là, c'est les flux qui dirigent. Parce que, vous voyez, c'est ce qui s'est passé le 1er juillet, quand il y a l'ISM qui est sorti, il est sorti américain, il est sorti nettement meilleur. Qu'est-ce qui s'est passé? L'eurodoll, il a monté. Pourtant, quand on réfléchit, c'est un chiffre américain. Il est nettement meilleur que prévu. Le dollar, il devrait monter. Donc, l'eurodoll, il devrait baisser. Vous voyez? Donc, il y a plein de mécanismes derrière qui sont pas… Et là, vous voyez, ce n'est pas du tout le mécanisme fondamental que je viens de vous exprimer qui explique. Ça, il faut après, c'est normal. Il faut comprendre comment les gros fonctionnent, pourquoi c'est arrivé et pourquoi il y a des fois, ça n'arrivera plus. Voilà, donc là, je vous parle un petit peu, donc vous avez possibilité avec Self-Invest de trader tous les produits, donc ça c'est assez génial. Donc chaque produit est bien dans certaines configurations de marché et désastreux dans d'autres. Donc il faut toujours se poser la question, il ne faut pas confondre, comme j'ai marqué, stratégie et moyen donc de gagner, enfin de réussir avec votre stratégie. Comme je dis, vous allez de Paris à Rome, vous pouvez y aller en vélo, vous pouvez y aller en voiture, en autobus, en avion. Il n'y a pas une solution qui est bien dans tous les domaines. C'est-à-dire que ça se trouve, vous y allez en vélo parce que vous voulez vous arrêter à tous les petits villages du coin, goûter les spécialités, discuter avec les gens. Si vous y allez en avion, vous ne pourrez pas. Alors qu'à l'inverse, l'homme d'affaires, lui, il veut aller super vite, il ne veut pas s'embêter, voilà, lui, il veut même faire l'aller-retour dans la journée. Donc, vous, le produit que vous allez utiliser va dépendre de ce que vous voulez faire. Ce n'est pas parce que, par exemple, je l'ai déjà vu en enseignant, par exemple, le trading des options, parce que les options, c'est assez génial quand on est un petit peu bloqué, c'est-à-dire que quand on travaille, les options, ça permet de jouer des tendances, ça permet d'éviter les flash crash, puisque vous ne payez qu'une prime, mais les options, il faut quand même avoir raison. Si vous avez tort, vous perdrez le prix de la prime. Le gros avantage, c'est que vous maîtrisez votre risque,
Mais attention, ça n'empêche pas qu'il faut comprendre le fonctionnement du marché qui est sous-jacent. Hein. C'est génial. Hein. Donc, ça vous permet d'être zen, de faire des nuits tranquilles, à l'opposé que quand on prend des grandes positions en spot, sur un futur, ça c'est l'avantage. Alors là, je vous montre aussi qu'est-ce que j'ai fait. Ce matin, je vous ai montré, le contrat euro-dollar futur septembre, il valait 1,1303. Vous aviez la possibilité d'acheter une option échéance tout à l'heure, 16 heures. Hein. Donc regardez, si vous achetiez le put, il est à droite, vous l'auriez payé 11 pips, donc vous êtes fois 1 pip égale 12,50 $, puisque là, vous êtes sur un contrat futur, c'est 125 000 euros. Hein, 100 000 euros, ça fait 10 $, donc le pip, donc 125 000 euros, ça fait 12,50 $. Donc moi, je ne calcule pas, moi je me dis que c'est 110 $, mais ce n'est pas vrai, enfin, ça fait 110 $ fois 1,25 divisé par le cours de change de l'eurodoll, donc 1,13, donc ouais, 110 $, 110 euros, voilà. Donc là, vous voyez, vous aviez une stratégie où vous aviez un stop loss qui était votre prix de la prime qui était de 11 pips. Donc, comme en intraday, vous allez faire des stratégies, vous mettez un stop loss à 20 pips, etc. Donc, elle est valable. Vous avez un stop loss qui est votre prix de votre prime, c'est-à-dire que là, vous aviez acheté un put, ça monte de 30 pips, 40 pips, ben, ce n'est pas grave, parce que c'est à 16 heures qu'on va regarder. Hein. Là, ben, justement, celui qui avait acheté le call, il avait payé 60, enfin je dis dollars, c'est faux comme je vous disais, 60 $ fois 1,25, 6 pips, et puis ben là tout à l'heure ça a monté à l'ouverture, ben, qu'est-ce qui se passe? Il leur vendait 21 pips de 100 $, donc 150 $. Le gars il s'est fait environ 150 €, il a fait l'intraday, il a fait une option 3 heures, 4 heures, et le gars son risque c'était ça, 6 pips, c'était rien. Les options sur futur vous permettent de prendre des options échéance très courte. Vous voulez jouer la fin du marché ou l'ouverture du marché, comment S&P 500, enfin, vous pouvez le jouer. Ils ont des options échéance le lundi, le mercredi, le vendredi sur le CMI. Donc, vous pouvez quand même faire de l'intraday. Hein. C'est ça l'avantage aussi. Et vous êtes là avec des positions qui sont super sécurisées puisque votre risque est limité à la perte. Le gars qui a acheté le put, il pensait la baisse, ça a monté, ben, il a perdu que 11 pips. Alors que si vous aviez vendu du spot et que vous, voilà, 11 pips, bon, les gens, ils mettent souvent 20 pips, 30 pips, le stop loss, plus le sip-edge, hein, vous auriez, si jamais ça s'accélère, eh ben, vous êtes fait plus haut, hein, enfin le stop loss. Donc les options, ça peut aussi permettre de faire de l'intraday, donc c'est assez cool, quoi. Hein. Voilà. Comment? Autre chose, bon, donc je donne des formations sur les systèmes de trading en langage C# de Microsoft, hein, donc un vrai langage. L'avantage des stratégies de faire des systèmes de trading, c'est, je vous l'ai un peu dit tout à l'heure, c'est de vous poser des questions sur votre stratégie, qu'elles soient claires dans votre tête. Hein. Quand on fait par exemple une stratégie, on dit un double top, eh ben, on dit donc pour avoir un double top, il faut y avoir un creux. De combien on estime qu'il doit y avoir un retracement? Est-ce que c'est 0,5, 50 pips, 10 pips, 20 pips, 2 pips, 0,1 pips? L'ordinateur, lui, il faut lui donner un chiffre. Alors lui, on va l'optimiser, hein, c'est clair. Après, pareil, vous avez déterminé en programmant le plus haut, le premier plus haut du double top. Donc, vous avez déterminé le plus bas, donc le retracement. Le deuxième plus haut, bah, il ne va pas forcément être au pip près, au point près du premier top. Donc là, c'est pareil, il faut accepter un plus ou moins combien de pips. Vous voyez, vous commencez à vous poser des questions. Et là, c'est le problème de l'œil quand on regarde des graphes d'analyse technique, c'est que quand vous allez avoir envie, moi j'ai vu des gars qui m'ont fait des graphes, j'aurais dû vous les montrer, où le gars, il fait une tête-épaule, il a 3 épaules d'un côté, il en a 2 de l'autre. Hein, et il est complètement tordu, il a du mal à marcher tellement la ligne de cou est de travers. Donc, il faut vous poser des questions à partir de quel moment j'invalide ma stratégie, quels sont les setups. Et là, l'avantage, dans un premier temps, quand vous faites un système, vous allez juste simplement regarder, par exemple, en mettant des colorations du graphe quand vous avez les conditions requises pour placer un trade. Et puis après, vous allez avoir d'abord un avis critique.
hein. Et après, vous allez développer un système. Donc là, ça, c'est un système qui joue les chiffres économiques, puisque donc moi, je trade les chiffres économiques, je les explique dans les formations, et après, je montre comment on peut optimiser. Donc là, il n'y a pas beaucoup de trades. Pourquoi? Parce que c'est sur un seul chiffre qui sort une fois par mois. Mais le truc, il gagne. Il gagne, regardez, 3 fois sur 4. Il a un nombre de deals assez équilibré, hein, c'est-à-dire, j'ai remis, j'ai touché, attendez, il faut que je revienne sur je trouve plus la. Tu m'entends, Alain? Oui, oui, je t'entends parfaitement. Je ne dors Non, pas. Tu étais sur la slide 12. Tu étais sur la slide 12. voilà, j'ai perdu. Voilà, je la cherchais. Voilà, slide 12. Voilà. Alors, diaporama, je ne sais pas ce que j'ai foutu. Voilà. Donc, regarde, j'étais en train de dire, il est un peu, parce que je ne voyais pas, moi, avec le panneau GoToWebinar. Donc là, il est assez équilibré en nombre de trades gagnants et perdants. Il a un ratio, regardez, quand il gagne 1,4 fois plus en montant que quand il perd en moyenne, hein. Donc, vous voyez, regardez, en moyenne, il gagne 126,39 € avec les commissions, parce qu'il traite sur les futurs, avec les commissions, il gagne 126,39 € en moyenne et il perd 89 en moyenne. Puis vous avez les deals extrêmes. Et regardez, quand il est gagnant, il est à peine plus longtemps, mais c'est à peu près équilibré. C'est-à-dire qu'une caractéristique des mecs qui font, par exemple, du scalping, qui ne connaissent pas, qui débutent en trading, c'est qu'ils ont un nombre impressionnant de trades gagnants. Ils ont 99% de trades gagnants. Le ratio average win-loss, en fait, il est très, très mauvais, hein. Il est à 0 et quelques. Et ils ont le nombre de temps passé dans les trades gagnants, en général, c'est 2, 3 barres, 3, 4, 5 barres, c'est 2, 3 minutes, machin. Et le trade perdant, c'est d'un seul coup, voilà, non, là, on va faire on verra demain. Demain, on ne sait jamais, mon prince viendra. Enfin, je brûle un cierge, etc. Donc ça, quand par exemple on fait un système de trading et qu'on va voir un asset manager, qu'on veut présenter son système, ils vont regarder le déséquilibre éventuel qu'il y a entre la durée moyenne des trades gagnants et la durée des trades perdants. Vous avez des indicateurs, c'est pareil, la courbe. Si vous voyez une courbe là qui monte, hein, et qui dépend le profil du gain depuis le début ne dépend que de 1 ou 2 trades, ça veut dire que si malheureusement le 1 ou 2 trades s'était mal passé, vous seriez en perte monstrueuse. C'est-à-dire que le gain, il doit être une somme de beaucoup de trades et pas d'un max, évidemment, hein. Donc, on va regarder ce genre de truc. Vous voyez, on va pas s'arrêter juste au pourcentage de trades gagnants, au gain net. C'est-à-dire que l'optimisation, vous allez peut-être la faire sur l'average win-loss et non pas sur le profit maximal. Parce que si vous avez un seul trade qui part bien et qui gagne un max, donc en réalité, votre système, il n'est pas fiable. C'est-à-dire que vous allez regarder plein de trucs du style ce qu'on appelle le curve fitting. Est-ce que votre système, vous avez tellement optimisé les paramètres qu'en réalité, il colle au marché et que le marché, par exemple, est en tendance haussière et vous n'êtes pas rendu compte que votre truc, il y a 99 de deals à l'achat et il y a un deal à la vente. Et que le jour où le marché passe, sans parler de baisse, mais de trading range, le truc, ça devient une catastrophe. C'est-à-dire que en système de trading, vous allez vous poser la question sur les données que vous allez utiliser pour backtester. C'est-à-dire que si vous prenez un indice comme le CAC et vous faites des données depuis à l'extrême, ça c'est l'erreur des gens qui commencent à backtester, ils prennent le maximum de données, mais c'est ridicule d'aller prendre des données qui sont du passé hyper vieux. Vous allez sélectionner des données relativement récentes et vous allez sélectionner ce qu'on va appeler des régimes de fonctionnement. Vous allez tester votre système dans un régime haussier, dans un régime de range, dans un régime volatile de range, peu volatile de range. Vous allez dans un régime baissier. Voilà, vous allez essayer d'essayer de faire des tests différents.
voyez, quand vous avez un asset manager qui va sélectionner donc, les performances d'un hedge fund, puisque les asset managers, ils peuvent acheter des parts de hedge fund, le premier truc qu'ils vont faire, ils ont des logiciels dans lesquels ils vont mettre les performances, le track record du hedge fund, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire tourner la moulinette, et le truc qui ressort, il dit, ben voilà, d'après ce qu'on se voit, le hedge fund, il a investi à 60% dans le pétrole, à 30% des actions US, 10% dans les taux d'intérêt. C'est-à-dire que tous les mini-cracks dans chaque marché ou à des moments, enfin, voilà, ils vont arriver à le retrouver. Ils vont retrouver en faisant donc des tests de corrélation avec différents actifs, ils vont retrouver plus ou moins la composition réelle du hedge fund si, par exemple, il ne veut pas leur dire, etc. En tout cas, sans parler de la composition, la raison de ce test, c'est de trouver où sont les risques. Hein, où sont les risques si l'asset manager il va investir dans cette stratégie. Donc, du hedge fund. Ce que je voulais vous dire, c'est que quand vous faites un système de trading, ce n'est pas le Saint Graal. L'ordinateur, il est bête. Lui, il n'a pas vu arriver le virus. Et les gens, ils changent. Hein. Vous changez. C'est-à-dire que d'un seul coup, chaque été, vous aimez bien aller à l'île Maurice, là, vous n'y allez pas. Donc, je veux dire, là, la donne a changé. Ça veut dire que les comportements des gens ont changé, les consommations ont changé, tout a changé. L'ordinateur, lui, il ne l'a pas vu. Donc, c'est à vous d'adapter. Alors, ce que je disais tout à l'heure à Alain, là, quand on discutait avant de commencer, moi, j'avais fait un système de trading à un moment qui marchait bien. Il faut savoir les remodifier quand ils commencent à patiner. Hein. Quand vous voyez, là, celui-là, là, et ben, à un moment, il a patiné, vous voyez. Donc là, il faut commencer à se dire, on rebacktest, mais moi, les rebacktests, je les fais constamment. C'est pas parce que vous l'avez fait que ça y est, ça a marché ad vitam aeternam. Et donc, ce qui se passe, j'en avais un qui marchait très bien, et puis il marchait sur 8 paires de devises, et puis je commence à gagner, il prend la position donc à une heure donnée, et puis je commence à gagner sur 3 paires contre le sterling, puis qu'est-ce qui arrive? Il y a le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Carney, qui parle. Je passe de plus de $100 de gain à moins $500 de gain stoppé en 30 secondes. Moi, je me suis dit, t'es un naze. Il fallait le débrancher sur les paires sterling au minimum. Hein. Voilà, il faut s'adapter, c'est-à-dire qu'en fonction de ce qui se passe, vous voyez, vous avez plus de paramètres dans votre tête, avec vos sens, avec vos oreilles, avec ce que vous voyez sur les graphes, sur l'info. Donc, il faut savoir les débrancher. C'est-à-dire que pour moi, les systèmes, c'est un aide. Donc, des fois, comme on dit en anglais, to tweak, je modifie un peu les paramètres parce que je pense que si, parce que je vois ce que font les gros, etc. Je ne laisse pas fonctionner le truc comme ça, tout seul, simplement. Voilà. Donc, on en vient à notre petite stratégie. Donc là, qu'est-ce que je voulais vous dire? Souvent, ce qui arrive quand on approche aux élections ou un événement important, la volatilité qui est due aux paris, aux anticipations des gens, qui est des fois différent. Il y en a qui vont être en faveur par exemple, de Biden, d'autres qui vont être en faveur de Trump. Donc, comment va être pris l'élection si c'est Biden? Comment va être pris en compte l'élection? Que va faire l'eurodoll? Que vont faire les actions? Alors, souvent, c'est est-ce qu'il y en a un qui va augmenter les dépenses, par exemple, et donner du travail, faire fonctionner les économies? Est-ce que l'autre, il va, par exemple, diminuer les réductions d'impôts, augmenter les réductions d'impôts? Voilà. Ça veut dire qu'il faut quand même surveiller ce que disent plus on va s'approcher, puisque c'est dans 4 mois, c'est le 3 novembre, hein, donc c'est toujours un mardi. Donc, on va se poser les questions pourquoi qui pense quoi dans les candidats? Il va falloir surveiller de plus en plus. Hein. Donc là, on pourrait se dire, souvent ce qui arrive, c'est que la volatilité elle va augmenter. Sauf que les gens, ils n'en sont pas là pour l'instant. Moi, je l'avais fait. Hein. On peut faire des trades de vol. Il y avait les élections générales, par exemple, en Angleterre, anticipées le 12 décembre dernier. Et ben, plus on s'est approché de l'échéance, plus la volatilité a augmenté. Donc, vous, si vous vous y prenez avant, ben vous allez acheter des options. Quand on achète des options, on achète de la volatilité, vous allez les payer moins cher. Et qu'est-ce qu'on fait? Comme une option toute seule, c'est quand même cher, eh ben,
Donc pour ceux, alors je ne vais pas détailler, hein, c'est ceux qui connaissent les options, je veux dire, qui comprendront. Vous pouvez me poser des questions à Alain, on répondra poser des questions par email, etc. Je vous expliquerai un peu plus. Donc là, la stratégie, c'est quoi? En fait, pour payer moins cher des options qui seront échéances le 6 novembre, alors c'est-à-dire un achat de call, un achat de put, on appelle ça un achat de straddle, sur l'eurodoll, qu'est-ce que j'ai fait? Donc novembre, hein, 6 novembre, pourquoi? Parce que je veux aller jusqu'à l'échéance. Alors attention, les options dépassent l'échéance des élections qui sont 3 novembre. Mais je n'ai pas le choix. Hein. Les options sur les marchés organisés, ben, vous êtes obligé de prendre les dates d'échéance que la bourse vous offre. Hein. Donc là, ce que je fais, c'est que je veux acheter des options, donc échéance 6 novembre, j'achète un call, j'achète un put. En clair, je joue un mouvement, la hausse ou la baisse de l'eurodoll, mais je ne sais pas quel sens. Par contre, il faut que ça bouge. Alors l'inconvénient, c'est que quand vous achetez que ces deux options, eh ben, ça va vous coûter Une 3 000, blinde. comment? Une blinde. Oui, 3 700 $. Ben oui, les options, c'est bien, mais quand on lit les bouquins, il y a souvent les prix qui manquent. Hein, sinon, ça serait trop facile. Donc, ça va vous coûter 3 700 $. Donc, ça fait quand même mal, quoi, je veux dire. Alors, le moyen, c'est quoi? Ben, vous dites de toute façon, soit j'anticipe que le marché, pour l'instant, il ne va pas trop s'en préoccuper et que je vais vendre des options avant la date des élections, c'est-à-dire échéance le 9 octobre. Donc, en vendant des options, en fait, vous vendez la même stratégie que celle que vous achetez au 6 novembre. L'avantage, c'est quoi? C'est que là, vous touchez la prime. En fait, on vend le straddle, c'est-à-dire on vend le call, le même call et le même put, donc 1,1350 pour toucher de la prime. Donc, ça nous permet, alors ce que je te dis, je me suis même trompé dans le prix d'achat, c'est 2500, ouais, voilà, c'est 2000, même plus que ça, 8 et 7, 15, 2600, 2600 dollars, ça va, 4600 dollars. 4600 dollars, celles qui sont en bas, échéance novembre, elles nous coûtent 4600 dollars. Et donc, on va revendre la même stratégie, mais échéance octobre, pour retoucher, voilà, 3700 dollars. C'est ce que je me trompais dans les prix. Donc, au total, l'avantage de vendre des options échéance 9 octobre et acheter les mêmes options 6 novembre, c'est que ça nous coûte que 950 $. Alors là, je l'ai calculé aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'il faut le faire maintenant, parce qu'après, il faut réfléchir. C'est-à-dire que là, l'anticipation, c'est ça va bouger fortement. Je veux le jouer, mais moi, je ne veux pas payer ce que je vous dis tout à l'heure, là, 4000, je ne sais plus combien. Donc voilà, vous ne voulez pas payer tout ça, vous voulez payer moins cher. Hein. Donc, là, après, on va discuter quel est le moment le plus opportun. Il faut qu'on réfléchisse à ça. Hein. Donc là, le but, c'est ça. Vous allez jouer ça. Alors, comme je vous disais, attention, il faudra se poser la question, est-ce que vous débouclez toute la stratégie juste avant? Alors, comment ça va se passer? Le débouclement, de toute façon, soit vous serez en position quelque part ou pas le 9 octobre, hein, ça dépend d'où sera l'euro-dollar, parce que là, il est à 1,1328, c'est le contrat de décembre, hein, puisque les options, elles ont un sous-jacent qui est le contrat, en général, celui du trimestriel d'après. Hein, donc, c'est plus septembre, puisque là, c'est une option échéance 9 octobre, c'est contrat de décembre. Donc, ce n'est pas le contrat qui est en vigueur actuel. Le contrat en vigueur actuel, c'est septembre. Donc là, le décembre, il valait un 13,28 tout à l'heure, quand l'autre, le septembre, valait un 13 environ. Donc même un peu moins, je crois. Donc qu'est-ce qui se passe? Là, il faut faire tous les scénarios, c'est-à-dire que le 9 octobre, peut-être que vous serez exercé sur une des deux options, ou peut-être pas. Donc, qu'est-ce que vous faites si vous êtes exercé sur la vente du call, la vente du put? Hein, voilà. Là, vous vous posez aussi la question, vu que celles-là, maintenant, elles sont échéances 6 novembre, est-ce que vous clôturez les options, c'est-à-dire vous les revendez, soit vous allez à l'exercice jusqu'au 6 novembre, soit vous clôturez, vous revendez vos options. Quand je dis clôturer, c'est puisque là, le 6 novembre, c'est que des options achetées. Soit vous les reclôturez juste le jour de l'élection. Et là, c'est pareil, quand le jour d'élection, parce que les élections américaines, il ne faut pas oublier que entre l'Est et l'Ouest, il y a quand même, je ne sais plus combien de fuseaux horaires. Donc ça, vous pouvez aussi aller jusqu'au bout dans la stratégie, c'est-à-dire vous dire à partir de quand
à partir de quel état on saura à peu près si l'un ou l'autre des deux candidats sera élu. Donc, vous voyez, la stratégie, vous pouvez commencer à la préparer. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure à Alain, et là, ça lui parle. Quand on fait une stratégie, c'est comme à l'armée, on fait des scénarios, on n'en fait pas qu'un. Hein, c'est si ça se passe comme ci, ça se passe comme ça. Si ça se passe que ça ne bouge pas du tout, il faut aussi prévoir le cas. Ça monte fortement, ça baisse fortement avant le 9 octobre, ça ne bouge pas. Ou après, voilà, il y a plusieurs cas. Il faut évaluer les scénarios déjà et vous dire dans quelle position je serai, parce qu'il faut toujours avoir en tête quelle est ma perte maximum et quel est mon gain maximum, mais surtout ma perte maximum. Parce que là, je vous ai dit, finalement, on paye quand même. C'est normal, puisque vous avez un événement qui peut être hyper volatile donc dans les options échéance 6 novembre. Il faut vous poser la question. Hein, je veux dire, ce n'est pas parce que vous payez la prime que, comme là, il y a une stratégie de 4 options, vous ne pouvez pas vous retrouver en risque plus fort. Hein, il faut se poser la question. Donc ça, c'est une stratégie, vous voyez, que vous pouvez faire. Alors, il faut, voilà, j'avais mis les prix. Donc, c'est ce que je vous disais. Là, les options qu'on paye, elles sont en bas. Donc, vous voyez, 4005, ça fait 4006 à peu près, hein, 4650. Et puis là, regardez, ça, c'est ce qu'on touchait, 3007. Donc, au total, là, au jour d'aujourd'hui, ça nous coûte 950 $. Mais est-ce qu'on peut optimiser? Ben, peut-être. C'est-à-dire que là, ce que je vous ai mis, c'est les graphes de tout à l'heure. Donc là, c'est la moyenne des sondages qui sont faits par Real Clear Politics. Pour l'instant, donc c'est Biden qui a 8,7 points d'avance. Il faut vous poser la question, est-ce que la stratégie, elle est plus rentable? Là, vous avez encore quelques mois pour surveiller. Hein. Vous n'êtes pas forcément obligé de la faire aujourd'hui, demain, après-demain. C'est-à-dire que, est-ce qu'elle était plus rentable au creux, c'est-à-dire quand il y avait 4,4 d'écart entre de points d'écart entre Biden et Trump, ou alors est-ce que c'est à l'inverse quand l'écart est énorme? Vous voyez, parce que quand l'écart est énorme, ben à la limite, ça veut dire que les dés sont jetés, on sait qu'il n'y a plus de volatilité. En réalité, il est possible que c'est le moment, parce que là, on a un écart qui est quand même assez élevé, qui est de 8,7. Vous voyez, c'est une moyenne de plusieurs sondages. Hein. Et après, il faut aussi vous poser la question, quel est l'intervalle de confiance? C'est-à-dire que, voilà, ça se trouve, il n'y a plus aucune… tant qu'on est dans l'intervalle d'incertitude, d'erreur, et ben justement, c'est-à-dire que la vol est élevée. C'est logique, puisque ça veut dire, on ne sait pas, ça peut être l'un ou l'autre qui va gagner, les sondages ne sont pas suffisamment précis, on est dans l'intervalle de confiance. Donc, vous voyez, il faut vous poser la question. Il est fort probable que ça coûte plus cher quand on est dans l'intervalle de confiance que quand on est en dehors. Voyez, donc là, on est quand même à un niveau assez extrême. Ça se trouve, on a déjà raté le plus haut, qui était au 23 juin, enfin le plus haut récent, qui était 10,3 à l'écart. On l'a peut-être raté pour jouer ce trade. Alors maintenant, ça ne veut pas dire que ce ne sera pas gagnant. Mais il faut déjà, alors vous essayez de voir dans le passé, c'est-à-dire que voilà, on essaye de voir les prix des primes dans le passé, il faut essayer de faire quelque chose, c'est une étude, et je vous dis, vous faites plusieurs scénarios, et vous ne faites pas le scénario, c'est l'erreur classique qu'on fait tous, le scénario qui vous plaît, c'est-à-dire de savoir qui va gagner, qui va perdre, voilà, parce que vous n'êtes pas à la place des Américains. Il ne faut pas oublier aussi que les sondages, ça ne représente pas les élections, puisque vous savez ce qui s'est passé en 2016. Hein, comment elle s'appelle, Hillary Clinton, elle avait gagné en termes de vote populaire, et ce sont les grands électeurs qui votent. Donc ça veut dire que pour qu'il y aurait vraiment, il faut qu'on sorte en dehors des incertitudes d'erreur, c'est clair. Hein, puisque Trump, il a quand même gagné. Donc il avait utilisé Cambridge Analytica pour justement cibler les États qui étaient importants au niveau de nombre de votes dans les primaires. Il avait quand même fait ça, Trump. Hein. Donc c'est évident qu'il va le refaire. Enfin, je ne sais pas s'il pourra, parce que Cambridge Analytica, c'est pas un show maintenant. Mais voilà. Donc, voilà, vous préparez une stratégie. Hein, et vous préparez les scénarios et vous essayez d'estimer surtout d'abord les cas qui pourraient se passer mal, parce qu'il ne faut pas, une fois avoir mis en place la stratégie, se retrouver être mal. Cette stratégie peut même, ça se trouve, gagner avant, hein, bien avant. Donc, des fois, il faut savoir ne pas hésiter à la revendre. Hein. Mais il est évident que dans les stratégies options en général, si vous allez jusqu'au bout, c'est là que vous risquez de gagner le max.
Voilà. Donc, si vous vouliez la faire autrement, pourriez la faire aussi sur le VIX. Attention, sur le VIX, vous n'êtes plus sur l'eurodoll, hein. L'eurodoll, il ne va peut-être pas bouger de la même façon. Là, je l'ai fait sur l'eurodoll tout à l'heure, mais vous pouvez aussi l'envisager sur des options sur les Dow Jones ou le S&P 500. Mais les options Dow Jones et S&P 500 sont encore plus chères. Alors, le VIX, vous allez avoir un avantage, c'est que si vous faites donc en fait, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va jouer de la volatilité. Je vous rappelle ce que c'est que le VIX, c'est l'indice de la peur. Alors, plus précisément, c'est la volatilité implicite des options d'échéance constante 30 jours sur le S&P 500. Donc là, vous allez jouer donc la volatilité sur les actions du S&P 500. Donc, il y a des échéances. Donc là, celles qui sont autour des élections américaines, c'est celle du 20 octobre. Et puis, il y a l'échéance du 20 novembre. Donc là, on fait la même chose. On vend le VIX au 20 octobre à 32,70 et on achète le VIX 20 novembre 30,45. Alors là, c'est magique parce que vous calculez, vous gagnez de l'argent. Vous gagnez 2,25%. Alors, ne pas oublier, quand on trade un futur, la première chose à faire avant d'ouvrir la plateforme, c'est d'aller se renseigner sur les spécificités du contrat. Il faut aller regarder le last trading day. Il ne faut pas être dans le last trading day, hein, parce qu'on a vu ce qui s'est passé sur le pétrole en avril. Donc, il faut voir les conditions, la consommation de marge, parce que là, le VIX, il n'y a pas trop de particuliers. Le deposit, il est super élevé. C'est-à-dire, si vous avez un compte 5 000 €, vous oubliez. Hein. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que là, c'est l'inconvénient du VIX futur, c'est que vous allez être obligé d'avoir un deposit plus élevé. Le point, il est à 1 000 $. Ça fait mal, hein, le point. Et là, je vous ai fait exprès de mettre le graphe du VIX à droite. Récemment, vous voyez les extrêmes qu'il fait, comment ça peut être énorme. Donc, un point, c'est 1 000 $. Donc, si vous avez 10 points de variation, eh bien, vous avez 10 000 $, hein, si c'est dans le mauvais sens, de perte. Hein. Donc, ça, c'est l'inconvénient. Attention, si vous faites cette stratégie, qu'est-ce qui va se passer? Là, vous gagnez, c'est magique. Hein. Vous gagnez 2 250 $. Quand vous avez une stratégie où vous commencez à gagner de l'argent, de toute façon, il y a un endroit où il y a du risque. Ça n'existe pas, les stratégies où vous avez un gain instantané. Sinon, il y a eu un arbitrage qui a été fait par un fonds spéculatif, hein, dans les marchés, surtout comme ça, qui sont très liquides. Donc, il n'y a pas de problème de mispricing. Donc, là, ça veut dire que vous avez un risque. Donc, vous gagnez de l'argent dans un premier temps. Donc, ce qu'il faut faire, c'est se dire, attention, qu'est-ce qui peut m'arriver? Eh bien, quand il va y avoir l'échéance, comment qui va se terminer octobre, eh ben, vous allez vous retrouver soit en gain, soit en perte. Donc, vous allez être obligé de tenir votre position. Donc, vous allez être obligé de tenir les positions dans longtemps. Hein. Donc, il faut faire longtemps, c'est-à-dire jusqu'à l'échéance du 20 novembre. Il faut réfléchir qu'est-ce qui pourrait arriver. Voilà. Là, c'est-à-dire que vous allez avoir des appels de marge. Regardez, si vous avez vendu le VIX 20 octobre, si ça monte, si ça monte, si ça monte, vous allez avoir la consommation de marge qui va augmenter, augmenter, augmenter. Si vous n'avez pas suffisamment de capitaux dans votre compte, vous pouvez vous retrouver avec un problème. Hein. Donc, il faut réfléchir à tout ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Par contre, vous avez un avantage, c'est que il y a le CBOE, il va sortir. Alors là, ouais, j'avais calculé. Donc, ah oui, ce que je voulais dire, vous pouvez le jouer en calendar. Hein, donc, c'est-à-dire que vous avez la possibilité sur le CMI de faire une seule opération en même temps, au lieu de deux, au lieu de vendre l'un et acheter l'autre, vous faites un future spread. Ça s'appelle un calendar spread. Attention, ce n'est pas un spread, le calendar spread d'options, c'est un spread de futur. Donc là, si on le fait, l'avantage, c'est que vous allez trader les deux opérations exactement en même temps. Et donc, du coup, vous allez récupérer 2 320 $ au lieu de 2 250 $. Hein. Donc, ça va être l'avantage. Donc, voilà. Ce qu'il y a de super intéressant, c'est que le CBOE, il va sortir un mini VIX. Donc, il en avait fait un jusqu'en 2014. Il avait arrêté. Il recommence. Donc, le mini VIX, il vaudra 1% quoi, de vol. Ça vaudra 100 $. Alors que là, 1%, c'est 1 000 $. Donc, cette stratégie, vous allez peut-être pouvoir la mettre bientôt. Là, le CBOE a donc fait une demande
d'autorisation de mise sur le marché à la CFTC, c'est ce que je vous envoie. Là, la dernière, elle date du 9 juin. Donc, cette stratégie, vous voyez, vous allez peut-être pouvoir la faire donc sur le VIX futur, quoi. Hein. Donc, voilà. Donc, j'ai terminé, Alain. Donc, si vous avez quelques questions. Alors, il y a une seule question qui arrive. Donc, heureusement, je comprends le langage des options. Explication très intéressante, me dit Daniel. Donc, moi, pour rajouter un petit grain de sel fondamental, une fois n'est pas coutume, au niveau des élections américaines, effectivement, puisque ça reposait un petit peu beaucoup même sur cette stratégie-là. Alors effectivement, les sondages de Joe Biden sont de plus en plus favorables, dirons-nous. Parmi les mesures phares donc, du programme du candidat démocrate, une des priorités est d'augmenter le taux d'imposition sur les sociétés à 28%, qui avait été abaissé en 2018 par Trump à 21%. Donc c'est ce que tu évoquais tout à l'heure. Effectivement, la différence de stratégie entre démocrates et républicains qui peut avoir un impact important. Donc, ce serait un grand désarroi, effectivement, pour Wall Street. Il compte également verdir le pays, hein, donc avec une économie totalement décarbonée en 2050 et notamment revenir dans l'accord de Paris sur le climat, chose que Trump était sorti aussi. Donc, sur l'emploi, le démocrate veut lui doubler le salaire minimum de 15 $ de l'heure, donc ce qui pénaliserait fortement les secteurs de la distribution et de la restauration rapide, gros employeurs, pardon, de ces travailleurs peu payés. Enfin, sur la santé, il promet un plan d'extension de l'assurance santé publique Medicare. Donc, effectivement, bon, le candidat démocrate, hein, démocrate, ça veut dire gauche, hein, et républicain, ça veut dire droite, hein, pour faire le lien avec nous autres en Europe. Bien évidemment, aujourd'hui, à la lecture des sondages que tu as montrés tout à l'heure, on s'aperçoit que ça gagne en probabilité, même si effectivement, là, c'est des sondages sur le vote des électeurs et que, encore une fois, c'est pas le vote du président obligatoirement, mais il faut en tenir compte. Alors, pour l'instant, je vous laisse reposer les questions. Ce qui est important de noter, c'est que on restera tous deux à votre disposition au-delà de ce webinaire, parce que ce webinaire il est encore en cours d'enregistrement, il va être converti en vidéo et mis sur notre chaîne YouTube. Donc, la possibilité ensuite de revenir vers nous avec ces coordonnées que vous voyez à l'écran pour plus de précision ou pour échanger avec nous. Donc, voilà. Donc, je vois pas d'autres questions pour l'instant, à part c'était la remarque de Daniel, mais c'était même pas une question. Oui, non, mais je reconnais que c'est pas évident les options, c'est parce que je peux pas expliquer une stratégie comme ça. Mais je veux dire, on se prépare à l'avance. On peut essayer de la faire autrement cette stratégie. Vous voyez, ça peut être avec un ETF sur le VIX. Ça peut être, voilà, on peut la faire simple. Hein, je veux dire, parce qu'un ETF sur le VIX, il va être moins cher. Vous voyez, il y a plein de trucs comme ça. Je vous dis, il va y avoir les futurs sur le VIX. Attention, ce que tu disais, c'est intéressant. Et attention, c'est un trade de vol, c'est pas un trade au début, c'est-à-dire, alors ça va se terminer soit sur un sens quelque part, c'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver ou dans une situation, comme je vous disais, si le schéma est très clair dès le début, c'est-à-dire que par exemple c'est Biden qui gagne de plus en plus, il n'y a plus d'incertitude. Il n'y a plus de suspense. Donc il n'y aura pas de vol. Donc la vol va baisser. Donc ça veut dire que dans ces cas-là, la stratégie risque d'être perdante. C'est-à-dire que le cas idéal, c'est d'acheter la stratégie à un moment où il n'y a pas trop d'incertitudes, vous voyez, je pense, et puis de la revendre au moment où il y a plein d'incertitudes. C'est-à-dire que quand la différence entre Biden, donc c'est pour ça que je te disais, ça se trouve, le moment, il n'est pas si mauvais que ça, puisque plus il y a d'écart entre les deux candidats, plus ça veut dire qu'il y a des chances qu'on sait qui c'est. Donc, du coup, la Wall Street, pour l'instant, l'ignore, puisque, comme tu es en train de dire, regarde, la Wall Street monte. Hein, Wall Street n'est pas en train d'être impressionné sur des baisses des impôts, quoi, je veux dire, sur justement des taxes, je veux dire. Je veux dire, mais soit le Wall Street l'ignore, parce que Wall Street, il n'est pas là-dedans. Donc là, peut-être que c'est trop tôt, mais il va falloir se dire, est-ce que c'est quand l'écart entre les deux candidats est important qu'il faut y penser, de mettre en place ce trade et le revendre quand l'écart est minimum. En vrai, je pense que le trade, il aura la plus grande valeur si justement c'est hyper serré le 6 novembre.
Évidemment, oui, tout à fait. Parce que là, je rajoute un truc, le jouer sur la différence de futur, il ne faut pas oublier que s'il y a une différence de futur, c'est parce qu'il y a eu un virus et que là, en fait, le marché est positif et se dit que ben, d'ici en novembre, ben, le virus, il sera peut-être plus là. Vous voyez, il faut réfléchir à ça. Hein, qu'est-ce qui va se passer voilà. Il y a le virus qui joue dans la vol aussi, il ne faut pas l'oublier. Hein. Et la deuxième vague, et voilà, enfin pour l'Europe, parce que… Voilà. Voilà. Donc il y a le virus qui joue, il y a voilà, parce que les marchés ils jouent pas. Enfin, je veux dire, l'eurodoll, vous achetez une option sur l'eurodoll, il n'y a pas que les élections. C'est-à-dire que ce trade, peut-être que ça vaut le coup de le faire à un mois de l'échéance, ou à 2 mois, voilà, c'est pas forcément maintenant, mais c'est l'idée, quoi. Ok, ben merci Philippe pour ces suggestions qui donnent matière à réflexion de toute façon et qui fait que c'est pas quelque chose à trader sur du 5 minutes dans le quart d'heure qui suit, ce qui fait que les personnes qui nous reverront ou qui réécouteront la vidéo dans quelques jours sur la chaîne YouTube garderont toute la pertinence de ce qui a été raconté et pourront bien sûr structurer une stratégie là-dessus, parce que bon, c'est certain que ça va être un des prochains grands sujets de l'année, je dirais, qui va Ah ben, forcément focaliser. moi, j'ai maintenant, toutes les semaines, j'ai des banques qui m'envoient des choses sur ce qu'ils pensent, hein, de ce qui passe, ce qui se passe, comment ils anticipent, hein, toutes les semaines. Hein. Donc D'accord. voilà. Donc là, pour l'instant, Biden, il gagne parce qu'il se tait, en fait. C'est parce qu'il se tait qu'il gagne. Hein, voilà. Ouais, parce que vous Oui, savez, faire gaffe, il fait des gaffes hein, aussi, justement. Hein. d'accord. Donc oui, et puis bon, quelque part, le pic épidémique aux USA fait que ben, il a dit qu'il arrêtait sa campagne, enfin qu'il arrêtait ses meetings quelque part. C'est l'excuse toute trouvée pour éviter de causer et de dire des bêtises, comme tu dis. Alors que Trump, il va essayer quand même de continuer à battre un peu le terrain, bien que c'est pas non plus évident. Bah là, vous, c'est pareil. Dans la stratégie, il faut vous poser des questions, puisque il y a quand même des primaires. Il y en a eu deux dans 2 États hier. Il va y avoir la convention démocrate du 17 au 20 août. Il va y avoir la convention républicaine du 24 au 27 août. Et il y aura le premier débat entre les candidats le 29 septembre. Vous voyez? Alors, est-ce qu'il faut le mettre avant le débat des candidats, après les conventions? Voilà, la stratégie, elle se prépare. Ok, ben on va essayer de peut-être faire un article d'actualisation là-dessus. Ça Quoi sera que le sujet hein, progressivement. Hein, voilà. voilà, ça marche. Ben, il n'y a pas d'autres questions hein, pour information, Philippe. Donc D'accord. c'était somme toute, comme a dû le dire Daniel, très clair. Donc il n'y a pas spécialement de questions. Donc ben, je remercie tous les participants de ce webinaire de la partie live et je vous indique bien sûr qu'il sera mis d'ici la fin de semaine en mode différé sur notre chaîne YouTube. Voilà. Donc merci Philippe pour cette présentation. Donc on a tenu les timings qu'on s'était fixés. C'est très très bien. Voilà. Même si Philippe est très bavard, bon, c'est très bien aussi. Voilà. Mais il n'y a Parce pas eu que, beaucoup de questions, donc ça a compensé. ben, merci Alain, merci à WHS de m'avoir donné l'opportunité de présenter quelque chose et j'espère que ben, ça va aider les gens. Merci, bonne soirée. Donc cette fois-ci, je coupe l'enregistrement. Bonsoir. Au revoir.